Bonjour et bonsoir YouTube bien évidemment puisque ce stream sera rediffusé en VOD sur YouTube. Vous m'a dit j'espère que vous allez tous bien et je vous souhaite la bienvenue pour ce numéro 2 des Chroniques d'Aïdeline. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu technique et bien évidemment je ne suis pas seule. Pour parler d'hétérologie ce soir je vous demande d'accueillir Arxel. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis Arxel. Très cher Arxel, je t'invite à commencer. Débutons donc ce nouveau numéro sur l'hétérologie. Alors, la dernière fois, Isalira et moi, nous avons parlé de la cosmogonie éorséenne, de la création du monde et de toutes choses selon les 12 divinités vénérées sur le continent. Et ce soir, comme l'a dit Isalira, on va aborder un aspect beaucoup plus technique au cours duquel j'espère que personne ne sera perdu. Ce soir, on va donc parler de l'éther. Donc en introduction, il était primordial, lorsqu'on parle d'éther, de le définir déjà dans ses grandes lignes, et lorsqu'on parle d'éther, on parle de la source de toute vie, donc ni plus ni moins que la plus petite brique constituant toute chose, qu'elle soit matérielle ou immatérielle. Concrètement, tout est constitué d'éther, mais jamais en quantité finie. Un organisme peut gagner ou perdre de l'éther, que ce soit un arbre dont on élague les branches, ou même un humain qui fait de l'exercice, et dans ce dernier cas, l'éther perdu est regagné grâce au repas. Donc vous l'aurez compris, du coup, l'éther, ce n'est pas une matière stagnante, c'est-à-dire que peu importe la forme de vie que vous aurez sous les yeux, l'éther aura forcément un mouvement de circulation échangeant entre l'organisme et les flux immatériels de la planète. Concernant ces flux, justement, vous pouvez les voir comme un réseau tentaculaire parcourant l'intégralité de la planète, et c'est d'ailleurs sur ces réseaux que sont placés les éthérites, ces immenses formations cristallines permettant la téléportation et dont Isalira vous parlera plus tard dans cette émission. Ceci dit, on peut stopper la circulation d'un flux d'éther qu'on qualifie de souterrain, mais ça reviendrait ni plus ni moins à amputer quelqu'un d'un de ses membres, et des exemples, vous verrez qu'il y en a quelques-uns. En partant de ces bases simples, on peut maintenant parler de ce qui est manifestation physique pure et corruption. La manifestation physique de l'éther en très grande densité, c'est bien entendu les cristaux que vous pouvez voir un peu partout en Eorzea, comme dans le reste du monde, et ces cristaux peuvent revêtir bien des aspects, dont certains élémentaires qui sont très utiles, sauf si vous avez l'idée de les manger. Bien entendu, ça peut paraître logique dit comme ça, vous n'iriez jamais dévorer un énorme plat de braise ardente à moins d'avoir quelques soucis, et c'est pareil pour les cristaux élémentaires. La charge aspectée, comme on dit dans son terme technique, serait tellement importante à gérer pour le corps qu'il finirait tout simplement par en mourir. Et quand je parle de mourir, je parle du corps, bien entendu, et pas de l'âme. Pour l'âme, c'est même encore quelque chose de pire, étant donné qu'une âme, dans un corps humain, est en équilibre entre l'intégralité des éléments. Le fait qu'une âme penche pour tel ou tel élément, de par un facteur extérieur, disons une divinité guerrière, résultera forcément en une subjugation, si elle est bien entendu exposée une nouvelle fois à l'éther de cette divinité guerrière, et là, bonne chance, parce que la subjugation est quelque chose de définitif. Le mal de l'éther est aussi une chose qui existe en Eorzea, et c'est tout simplement provoqué par le fait de traîner dans un endroit où l'éther est concentré en masse. Donc ça provoque des effets similaires au mal des transports, et bien souvent des personnes n'ayant encore peu ou pas été exposées à des éthérites ou même une concentration dense peuvent s'en retrouver mal. Bon, par contre, c'est quelque chose de plus ou moins lourd dépendant de où on se trouve, et généralement, les Éorzéens ont très peu de soucis avec cet aspect. Je vais vous épargner les très très lourdes descriptions sur les types d'éther constituant un corps humain, vu qu'on va s'en servir majoritairement comme base, mais sachez désormais qu'il en existe 3. Donc, on a un éther tangible, qui est la chair, un éther intangible, qui est l'âme, âme d'ailleurs qui a sa propre couleur, mais on y reviendra beaucoup plus tard lorsqu'on parlera de magie, et des résidus d'éther qui constituent la mémoire.
Pour la mémoire, je vous le donne en mille, si ça vous rappelle des cristaux d'âme, c'est entièrement voulu, mais comme d'habitude, chaque chose en son temps, car ces notions sont très importantes pour la suite, et comme pour le précédent épisode de notre série, on établit ici des bases sur lesquelles d'autres éléments et exemples vont venir se greffer. Donc là, je vais commencer à développer sur ces flux d'éther souterrains dont je vous parlais plus tôt. C'est parti. La mer d'étoiles. Il est très vastement admis chez les hétérologues, comprenez des scientifiques en charge de l'étude de l'éther, que toute existence avec un grand E se divise en deux plans. On a un plan physique, qui comme son nom l'indique, représente tout ce qui est tangible, et un plan immatériel, où l'éther, contenu dans toute chose finissant par mourir, retourne en attendant que l'éther qui compose ces choses finisse par retourner au plan matériel. Donc j'espère que rien qu'avec ça, je ne vous ai pas perdu. Cet endroit, on l'appelle la rivière de la vie ou la mer d'étoiles, dépendant de qui est votre interlocuteur. Et lorsque quelque chose prend vie dans le monde physique, disons par exemple une naissance pour faire simple, de l'éther est tiré de cette rivière de la vie afin de nourrir le nouveau-né. Donc, des choses meurent et leur éther retourne à la rivière de la vie. Des choses naissent et tirent de l'éther de la rivière de la vie. On se retrouve donc avec un équilibre fragile cependant, mais bien ancré. Donc on dit d'Eorzea que c'est une terre bénie des dieux, mais c'est également une terre riche, tout simplement parce que la présence des terres est massivement concentrée par rapport à d'autres continents, où elle peut être à des niveaux estimés normaux, et d'autres, tout simplement, où le niveau est très faible. Un des exemples de terres riches, c'est bien entendu le verger d'Estival. Cette alimentation, donc à l'échelle de la planète, est supposée partir d'un centre et s'étendre sous la forme d'une multitude de flux en chaque endroit du globe, mais sachez que la rivière de la vie n'est pas si invisible que ça, étant donné que la nation charlayanaise a déjà pu en faire des observations au sein d'un complexe imposant, complexe devant lui-même déterminer si la légende de l'existence d'un cristal-mère nommé Heidelin est avérée ou non. Faisant donc de cette entité une chose vivante à part entière, elle-même activant tout le processus d'alimentation en éther de la planète et donc de la vie. Anecdote d'ailleurs par rapport avec la précédente émission, le lac Pleur-Argent, situé en Mordona, après la venue d'Altik et Nimeya, les eaux de la création ont commencé à couler. Comprenez par là que c'est la source de toute eau et de toute magie. Eh bien, cette source ne serait autre que le lac Pleur-Argent, et c'est précisément parce que cette source est si importante que ça, que c'est Midgardsorm qui a été en charge de la défendre. Bien, maintenant, on va passer à un peu de mythe de la création, encore une fois pour parler des éléments de base et des deux polarités. Mais du coup, je vais en expliquer deux uniquement, des polarités, pardon, et passer très vite sur deux dernières énergies qui restent encore anecdotiques à ce jour, car expliquées, mais encore très peu connues au final. Au sujet des éléments. Donc, les éléments tels que théorisés par des érudits il y a fort longtemps de ça, et pour aider à la compréhension, on va se baser sur un petit schéma qui va nous être utile sur cette partie. Du mythe de la création, des conquérants, des soumis. Donc, si on reprend dans l'ordre, l'étincelle de la foudre s'enflamme lorsqu'elle frappe et ainsi le feu est né. La chaleur du feu change en cendre tout ce qu'elle touche et ainsi la terre est née. La densité de la terre évite le soleil et abrite le froid et c'est ainsi que la glace est née. L'armure de glace fond et ainsi l'eau est née. L'humidité de l'eau devient brume et monte aux cieux et ainsi le vent est né. Les rafales et les soupirs du vent rassemblent les nuages et ainsi la foudre est née. Inutile de dire qu'ici on se retrouve rapidement face au paradoxe de qui de l'œuf ou de la poule est apparu en premier. Je vous laisserai avoir vos propres théories là-dessus. Maintenant que vous avez l'intégralité du mythe de la création élémentaire, vient maintenant deux catégories. Donc les éléments conquérants, représentés par les flèches pointillées orange, et les éléments soumis, représentés par les flèches pointillées vertes. Donc concernant les conquérants, c'est très simple, hein, la terre retient la foudre au sol,
La foudre met l'eau en ébullition et l'eau érode la terre. Vous remarquerez également que le mouvement des flèches est raccord avec le terme conquérant, vu que tout simplement elles sont dirigées vers le haut. Maintenant, pour les soumis, on a donc 3 flèches avec une direction qui part vers le bas et qui nous dit que le feu fait fondre la glace fait barrage au vent et le vent éteint le feu. Concrètement, ces éléments constituent une ligne directrice que vont suivre autant la faune que la flore de la région dans laquelle ils sont présents. Le Tanalan, par exemple, pour ne citer que lui, est affilié sans aucune surprise au feu. Et c'est de par ce simple fait qu'on retrouve un climat sec et aride dans la région, mais aussi des créatures capables de cracher du feu comme les draconides qu'on peut trouver dans le désert de Sagoli. Maintenant, et comme nous avons pu le voir dans la précédente émission, ces éléments sont soumis à 2 influences qu'on nomme des pôles, l'astral et l'ombral, qu'on va différencier de 2 autres énergies qui n'ont pour l'instant rien à voir. Il s'agit de la lumière et des ténèbres. Nous avons donc l'astral qui représente l'activité d'un élément et l'ombral qui représente la passivité de ces derniers. Pour vous donner un exemple rapide, imaginez le feu, mais le feu en tant qu'élément. Si votre feu est aligné sur l'astral, ce sera un feu actif qui va brûler en consumant tout ce que les flammes lécheront sur leur passage. Un feu ombral, quant à lui, ça sera plutôt les braises qui seront laissées après le passage des flammes, donc quelque chose qui engendre une chaleur qui assèche. Et bien entendu, un cuisinier, quand il voudra faire de la viande séchée, aura tout intérêt à utiliser un feu ombral qu'un feu astral. La même chose, bien entendu, s'applique au principe du barbecue. Donc quant à la lumière et aux ténèbres, elles ne sont pas à prendre en compte en tant que pôle ou en tant qu'élément, mais bien en tant qu'énergie éthérée qui ont leur propre mode de fonctionnement et de façon d'être. Voilà, donc vous avez un cycle élémentaire, 2 polarités et 2 énergies distinctes qui seront cependant exclues de la suite. Mais sachez que ce cycle est même repris dans la façon dont le temps s'écoule à l'image des mois en Eorzea. Le premier mois d'un élément sera toujours astral, le second sera ombral et ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre allant de la glace vers la terre. Pourquoi la glace et pas la foudre ? Tout simplement parce que le mois de janvier est un mois souvent attribué au froid et je pense que c'est l'explication la plus logique qui puisse y être trouvée. Sachez aussi que même les heures ont leurs éléments dans leur dénomination, encore une fois commençant par la glace et terminant le cycle par la foudre, le tout 4 fois. Par exemple, de minuit à 6 heures du matin, vous aurez la première heure de glace, d'eau, de vent, etc. jusqu'à la terre. De 7 heures jusqu'à midi, vous aurez la seconde heure, toujours avec le même cycle élémentaire. De 13h à 18h, la troisième heure, et de 19h à minuit, la quatrième et dernière. Comme dit plus tôt, ces éléments se manifestent sous la forme de cristaux. Et ces cristaux sont largement employés dans le tout Eorzea pour accomplir bien des choses, qu'il s'agisse de faire jaillir de l'eau avec un cristal de source, réfrigérer et conserver de la nourriture avec des cristaux de givre, ou répliquer l'alimentation d'une forge avec un cristal de feu. Ces objets constituent l'un des piliers de la société moderne, au point que souvent les cristaux élémentaires sont beaucoup plus chers que n'importe quel minerai. Et puis de l'autre côté, donc on a les cristaux d'éther corrompus, apparus après le 7e fléau. Donc ces cristaux, en plus d'être dangereux, sont les témoins des nombreuses blessures de la planète face à l'agression qu'elle a subie. Vous n'aurez aucun mal à les voir du côté du mur incandescent dans le Tanalan, ou dans l'Anocéa au niveau du phare de Sirius, ou des atolls de sel. Pourquoi est-ce qu'ils sont dangereux ? Tout simplement parce qu'ils sont capables, de par leur nature, de distordre une énergie éthérée saine dans un organisme, et ça comprend bien évidemment la planète elle-même. Lorsqu'un éther est complètement saturé dans son aspect, qu'il soit astral ou ombral, il se produit ce genre de phénomène dangereux. Et vu ce qui s'est passé pendant le dernier fléau, c'est pas vraiment étonnant de voir des choses pareilles. Rompre un équilibre a des conséquences terribles, et c'est ces manifestations qui le prouvent une fois de plus.
Maintenant, je vais laisser la parole à Isalira qui va vous faire un petit cours sur les éthérites, les lignes perles, les matérias, les équipements et les cristaux d'âme. Merci beaucoup, mon bon Arxel. On va donc maintenant passer au sujet des éthérites. Comme vous devez certainement le savoir, donc les éthérites, vous le savez, ce sont d'énormes formations cristallines qui permettent donc de se téléporter d'un point A à un point B, donc d'une éthérite à l'autre, en un temps record. Ce qu'on connaît moins, cependant, c'est la façon de procéder de la téléportation et surtout pourquoi on trouve des éthérites à certains endroits, mais pas à d'autres. Déjà, il faut savoir que dans sa forme la plus basique, une éthérite, en fait, elle est taillée dans un bloc d'éther cristallisé, mais aussi loin que les érudits ont pu trouver des traces, c'est impossible en fait de dater clairement et proprement la première apparition des éthérites. Tout ce qu'on sait, ça vient de la nation de Charlayan, et vous le savez aussi bien que moi, ils sont plutôt avares au niveau du partage de leurs connaissances, et ils préfèrent intervenir eux-mêmes pour la reconstruction après le fléau. Les éthérites sont donc placées sur le sol, et plus particulièrement à des endroits où les flux d'éther souterrains sont les plus denses. Donc tout naturellement, des villes, des villages, des cités-états se sont formés autour de ces éthérites, étant donné l'avantage non négligeable qu'elles représentent. Elles forment donc un réseau appelé très simplement réseau d'éthérites. Au fond, comment est-ce que ça fonctionne? Alors déjà, il nous faut forcément deux éthérites. Une première à partir de laquelle vous allez vous téléporter, ainsi qu'une autre de destination à laquelle vous êtes harmonisé. J'insiste bien sur ce point, vous ne pouvez pas vous téléporter dans le vide et espérer atteindre une autre éthérite, à moins d'obtenir une aide extérieure. Bref, l'idée, c'est de se représenter mentalement l'éthérite de destination. Lorsque l'on est à côté de l'éthérite de départ, et après un contact, le corps du téléporté se décompose en éther, encore lui, et file à travers les flux jusqu'à l'éthérite de destination où il se recompose. Maintenant, rappelez-vous, on a trois types d'éther qui ont été énoncés. Pour un corps, la chair, l'âme, la mémoire. Et c'est l'éther qui est lié à l'âme qui tient tout le reste en un seul bloc solide et compact pendant le processus de téléportation. Sans quoi, le téléporté se retrouverait tout bonnement perdu dans les flux, jusqu'à y être complètement digéré. Et encore, c'est de la spéculation, parce qu'on ne sait tout simplement pas comment l'éther d'un téléporté finit lorsqu'il se perd. On a certes un cas à court terme, mais jamais sur le long terme. Petite anecdote, s'il y en a parmi vous qui se disent que l'éthérite est sans doute le moyen stratégique le plus redoutable d'envahir un pays, eh bien sachez que ça a déjà été fait en l'an 964 pendant la guerre civile de Belladia, qui a opposé les deux frères Sasawefu et Sasagan. Sasawefu a donc pensé que c'était une excellente idée d'envoyer ses soldats attaquer les campements de son frère. Sauf que ce dernier s'est dit bon ben, cassons les éthérites dans ce cas. Et ce n'est pas moins de 800 soldats qui se sont littéralement évanouis dans la nature éthérée après que l'armée de Sasagan ait détruit une éthérite en utilisation. C'est redoutable. J'imagine qu'après ça, vous comprendrez bien que l'éthérite ne présente absolument aucun avantage militaire, c'est même tout le contraire, au vu des conséquences si l'ennemi décide de les détruire. Également, les éthérites ne peuvent pas être utilisées pour transporter des marchandises, donc pour le commerce, pardon. Maintenant, je vais vous parler des Link Pearls, et je vous explique pourquoi tout de suite après on ne peut pas emmener de marchandises. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous devriez avoir une petite idée. Au niveau des Link Pearls, tout simplement, vraiment très simplement, les Link Pearls agissent comme des éthérites miniatures qu'on peut placer à proximité de son oreille ou de sa corne pour nos amis Aura. Et elles transmettent donc des mots et des pensées à travers les flux d'éther d'un point A à un point B. En revanche, les Link Pearls ne sont absolument pas un moyen sécurisé de parler. N'importe qui, avec un peu de jugeote et un appareil pour analyser et décrypter ces flux de paroles et pensées, peuvent intercepter les messages. Bien évidemment, les Link Pearls peuvent elles aussi s'harmoniser entre elles pour former un réseau large et contacter entre une et plusieurs personnes. Après, il faut que les conditions de communication soient stables, sinon vous n'arriverez certainement pas à parler à quelqu'un si vous ou votre contact est dans un environnement à l'éther très perturbé, en plus du fait que manifestement c'est plutôt difficile de s'en servir correctement, autant pour celui qui émet que celui qui reçoit un appel. Et globalement, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous dire à ce sujet. On va passer maintenant sur la
dernière partie de ce cours, entre guillemets, sur l'éther, où je vais vous parler de 3 choses. Les matérias, les équipements d'aventuriers et les cristaux d'âme. Vous seriez tout à fait en droit de me dire « Mais Isa, qu'est-ce que les équipements viennent faire là-dedans ?» Mais revenons 5 minutes sur les éthérites. Considérons qu'une personne se téléporte. L'éther qui compose le corps n'est pas étendu jusqu'à l'équipement. Est-ce que là, vous me suivez ? Eh bien, il se trouve qu'il existe une notion de symbiose entre le porteur et son équipement, et au fur et à mesure qu'il l'utilise, un aventurier établit un lien immatériel entre cet équipement et lui. Ultimement, l'équipement fait partie de lui, et c'est pour cette raison qu'il peut se téléporter avec ce dernier sans se retrouver complètement nu de l'autre côté. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve parfois des équipements autrefois dits éthéréens. Il s'agit donc d'équipements d'aventuriers possédant un très fort lien avec leur ancien propriétaire, et ce lien a perduré après la mort de celui-ci. Mais l'éther transmis, en quelque sorte par l'aventurier, est toujours bien présent. Ça ne veut pas dire que l'arme ou l'équipement renferme l'âme de l'aventurier en question, mais un fragment de son existence, un petit peu comme s'il gardait la mémoire des combats passés. Ces équipements d'ailleurs sont des prises de choix lorsqu'il s'agit de créer des matérias, ces gemmes renfermant un grand pouvoir et largement prisées par diverses disciplines. Sur le principe, tout l'éther d'un équipement est tiré dans le processus afin qu'il soit transformé en matéria, une gemme d'aspect plus ou moins sphérique, selon sa qualité, possédant diverses propriétés bien utiles aux combattants. Par rapport au cristaux d'âme, c'est un peu plus particulier parce qu'il fait partie de ces objets qui sont matérialisés à l'aide de l'éther mémoriel, le 3e éther donc. Les cristaux d'âme sont donc des amas cristallins taillés qui peuvent contenir l'éther mémoriel d'une personne vivante ou sur le point de mourir. Et basiquement, ça contient diverses choses comme des techniques martiales ou des connaissances en artisanat par exemple. Mais attention, ne peut pas en tirer profit qui veut. Vous vous doutez bien que l'éther mémoriel à l'intérieur du cristal est encore plus ou moins vivant. Il se réserve donc le droit de réagir à qui le touche pour lui livrer ou non des connaissances. Et encore, car ces connaissances sont distillées au compte-gouttes. L'utilité finale de tout ça étant bien entendu de conserver les techniques des temps passés, c'est ni plus ni moins que de la transmission de compétences et d'héritage. Il faut savoir qu'il y a encore énormément de choses à dire sur l'éther. Ce qu'on est capable d'en faire est pléthore de détails beaucoup plus techniques, à l'image de par exemple l'hétéroconductivité d'un matériau, donc comment est-ce que ce matériau va transmettre l'éther. Mais pour ce soir, on va vous en faire grâce. Sachez cependant qu'on va en reparler lorsqu'on commencera à parler d'un autre sujet qui nous est très cher à Arxel et moi-même, qui est celui de la magie.